C'était un jeudi gris, de ces journées où les nuages pendent bas et lourds, comme si le ciel lui-même portait des pensées qu'il ne parvient pas à libérer. Et j'étais dans ma cuisine, bercée par le ronronnement apaisant du four, tandis que l'odeur du pain au romarin emplissait la maison, quand j'ai entendu frapper à la porte, un bruit si rare désormais que je me suis figée sur place, le cœur soudain accéléré car les visites ne font plus partie de mon quotidien, pas depuis que ma fille s'est plongée dans sa propre vie et que les amis que j'avais autrefois se sont éparpillés dans leur routine, et quand j'ai ouvert la porte, il était là, un homme d'une trentaine d'années. La pluie perlait dans ses cheveux sombres, son manteau était humide aux épaules, un carnet en cuir coincé sous son bras, ses yeux fatigués mais étonnamment bienveillants, le genre de regard qui vous voit vraiment plutôt que de vous traverser. Et il m'a dit poliment, presque timidement, Madame Taylor? Ce à quoi j'ai répondu avec une curiosité prudente. Oui? Et il s'est présenté, Mark Reynolds, de la Société d'histoire locale, expliquant qu'il recueillait des récits sur le quartier et que mon nom avait été cité comme celui de quelqu'un qui vivait ici depuis longtemps, et il se demandait si j'avais quelques minutes à lui accorder. Et l'espace d'un instant, j'ai failli dire non, car après tout, qui voudrait livrer les fragments ternes de sa vie tranquille à un inconnu muni d'un carnet? Mais quelque chose en lui, peut-être la sincérité de son ton ou la vulnérabilité légère de sa posture, m'a retenue. Et puis la pluie se mettait à tomber plus fort, trempant son manteau, alors je me suis écartée en disant « Entrez donc à l'abri ». Et il m'a remercié avec un sourire reconnaissant, un de ces sourires qui plissent le coin des yeux. Et quand je lui ai dit de m'appeler Carole parce que Madame Taylor me vieillit, il a ri, doucement, et aussitôt la distance formelle entre nous s'est effacée un peu. À l'intérieur, son regard a parcouru mon salon, pas d'un air distrait comme certains le font, mais avec cette attention qui remarque vraiment les détails. Les coussins usés, les étagères bancales couvertes de livres, les photos sur la cheminée, le panier de tricot oublié dans un coin. Et il a murmuré presque pour lui-même. Ici, on sent que c'est une vraie maison. Des mots qui m'ont réchauffé le cœur de manière inattendue, car j'avais depuis longtemps pensé à cette maison comme à une coquille vide depuis le départ de David. Et ne sachant que faire d'autre, je lui ai proposé du thé, parce que le thé est ce qu'on offre quand les mots ne suffisent pas. Et bientôt nous étions assis face à face, des tasses fumantes entre nous, une assiette de biscuits à l'avoine posée sur la table, bien que son carnet, remarquai-je, soit resté fermé sur ses genoux, comme si les histoires qu'il était venu chercher comptaient moins que l'instant qui se déroulait. Au début, il m'a parlé de la rue et des anciens voisins, des magasins disparus et des jardins qui autrefois fleurissaient, et je lui ai répondu poliment, avec la distance de quelqu'un qui récite des faits plutôt que des souvenirs, mais peu à peu, sans même l'avoir prévu, je me suis retrouvée à parler de David, mon mari disparu, de la façon dont nous avions acheté cette maison alors qu'elle n'était qu'un plancher grinçant et des papiers peints écaillés, de comment nous avions repeint nous-mêmes les murs et planté les rosiers derrière, des rires que nous avions partagés ici et du silence qui avait suivi son absence, et j'ai compris, en racontant, qu'il y avait si longtemps que je n'avais plus confié ces histoires à personne. Et Marc écoutait, vraiment, pas d'un air distrait ou pressé, mais avec cette présence calme, penchée légèrement en avant, comme si chaque mot comptait. Et quand je m'arrêtais, il ne se précipitait pas pour briser le silence. Il attendait simplement, et ce respect silencieux attirait de moi bien plus que je ne pensais. Puis il a commencé à partager un peu de lui aussi, son divorce, son retour en ville, non pas en homme plein d'ambition, mais en quelqu'un qui portait dans sa poitrine une déception lourde, l'étrange vide de recommencer sa vie à 36 ans, et de se demander si les plus beaux chapitres n'étaient pas déjà écrits. Et je l'ai regardé alors, vraiment, et il m'a frappé que malgré les années entre nous, nous étions dans des ombres semblables, ayant perdu tous deux quelque chose d'essentiel, vivant avec ce doute tranquille sur ce qui pouvait encore advenir. Dehors, la pluie rythmait doucement les vitres, comme pour donner cadence à nos paroles, et bientôt nous avons glissé vers des choses plus ordinaires, les jardins, les rosiers de sa grand-mère qui grimpaient le long de son porche,
Et je souriais, car c'étaient aussi les fleurs préférées de David, puis les livres, son amour pour les vieux romans reliés de cuir et mes rayonnages remplis de recueils de poésie dont les pages étaient usées à force de relecture. Et j'en ai sorti un, l'ouvrant à la page où mes doigts se posaient toujours, et il a souri à cette vue, disant doucement « Les livres comme ceux-ci gardent des morceaux du cœur des gens ». Et j'ai senti un étrange frisson à la sincérité de ces mots, car peu comprennent encore cela. Le temps s'est échappé sans qu'on s'en aperçoive. L'horloge sur la cheminée continuait de battre, mais nous n'y faisions pas attention. Et bientôt, la nuit est tombée contre les vitres, la lampe projetant une lumière chaude entre nous. Le four avait depuis longtemps sonné dans la cuisine, laissant le pain refroidir seul, oublié dans le fil de nos échanges. Et quand enfin il a regardé sa montre, il a paru surpris, comme si les heures s'étaient évaporées d'un souffle, et il s'est levé à contre-cœur, me remerciant pour le thé, les biscuits et les confidences. Et puis, presque timidement, il a demandé « Puis-je revenir un jour? Pas pour le projet, mais juste pour parler ?» Et un instant, j'ai senti l'ancien réflexe de me replier, de refermer la porte au possible, mais je me suis surprise moi-même par la chaleur qui m'est montée au cœur et j'ai souri en disant « Oui, Marc, j'aimerais bien ». Et lorsqu'il est parti, la pluie n'étant plus qu'une bruine légère, je suis restée sur le seuil à regarder la lueur rouge de ses feux arrière disparaître au bout de la rue. Et quand la maison est redevenue silencieuse, ce n'était plus le silence lourd de la solitude auquel je m'étais habituée, mais un calme plus doux, celui qui garde l'écho d'un rire et la promesse d'un retour. Et tandis que je rangeais les tasses vides sur la table, mes yeux sont tombés sur son carnet resté fermé, oublié durant toutes ces heures. Et j'ai compris que l'histoire qu'il était venu chercher ne parlait pas des rues, ni des commerces, ni même des années écoulées, mais de quelque chose de bien plus ordinaire et pourtant infiniment rare, l'histoire de deux êtres qui, contre toute attente, trouvent une connexion dans un monde qui passe trop vite. Et j'ai pensé alors, avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, que la vie a encore ses surprises, et que parfois, quand on ne s'y attend plus, un coup frappé à la porte peut ramener un peu de lumière dans votre monde, une lumière qui demeure longtemps après la fermeture de la porte, longtemps après que la pluie s'estompe. Une lumière qui vous rappelle que même dans les chapitres silencieux, il y a toujours place pour un nouveau commencement.